Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va être extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spoiler. On va essayer de voir toutes les cartes qui sont sorties depuis la dernière vidéo spoiler, il y en a eu beaucoup. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, voire vous abonner à la chaîne, ça me soutient et c'est gratuit. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont en description et on passe immédiatement au spoiler. Alors j'ai changé de site parce que l'autre était pas pratique vu qu'il les mettait, je sais pas trop comment il les classait, peut-être par numéro. Du coup c'était dur de savoir où on s'était arrêté. Et on risquait de scroller beaucoup avec beaucoup de cartes qu'on avait déjà vues. Là, si je me souviens bien, une des dernières cartes qui avait été révélée lors de la dernière vidéo, c'était l'Imperial Proclamation. Donc on va commencer tout de suite avec Vision Slab, un objet en verre pour 3 ancrables. Au début de votre tour, si un personnage adverse est blessé, vous gagnez 1 de l'or. Les jetons dégâts ne peuvent pas être enlevés. Donc en fait ça annule les mécaniques de soins, les mécaniques violées où on va déplacer des jetons de dégâts. Bon, pour l'instant cette mécanique là n'est pas du tout viable, à voir avec le chapitre 4 si elle devient viable, auquel cas cet objet pourra être intéressant. En tout cas là où il est quand même intéressant, c'est qu'il va quand même aller empêcher l'adversaire, notamment en jaune, de jouer la réponse pour soigner et piocher. Donc ça peut être un item un petit peu tech, il est ancrable donc pourquoi pas, et ça vous fait gagner du lore un petit peu passivement si le joueur adverse a des personnages blessés. Dans l'Orcana, c'est pas hyper intéressant de blesser un personnage, donc carte somme toute moyenne. Ensuite, on enchaîne avec le retour de Bruno. Remontez une carte de votre défausse dans votre main et vous pouvez ensuite soigner 2 dégâts sur un de vos personnages pour 2 non ancrables. Ça permet de soigner et de remonter une carte dans votre main. On avait déjà une chanson qui permettait de le faire, elle n'était pas jouée. La seule carte qui a été jouée qui pouvait faire ça, c'était Hades. Là en plus c'est une action, donc globalement vous allez payer 2 pour ne rien faire si ce n'est remonter une carte et soigner, mais vous n'allez pas prendre l'avantage au board, vous n'allez pas faire... si vous allez faire un peu de card advantage, oui, vous allez soigner un petit peu, mais je pense que le fait qu'elle soit non ancrable déjà ça la met en très mauvaise posture, je pense que ce n'est pas une bonne carte. Par contre le lieu d'à côté, la Casa Madrigal, pour 1 ancrable, 6 de volonté, 1 pour déplacer vos personnages dessus. Au début de votre tour, si vous avez un personnage ici, alors vous gagnez 1 de l'or. Pour 1 c'est pas mal, c'est un lieu qui a 6 de volonté, d'habitude il me semble que les lieux pour 1 on n'en que 4. Beaucoup plus facile à attaquer. La contrepartie c'est qu'il ne lore pas si vous n'avez pas de personnage dessus, mais il y a moyen que dans un deck un petit peu aggro, ce genre de lieu puisse lorer à distance un petit peu facilement. Donc il y a moyen que ce soit pas un si mauvais lieu que ça dans un deck aggro, pas du tout dans un deck Madrigal. On enchaîne ensuite avec Camilo Madrigal, 2-5 pour 4 ancrables. Au début de votre tour, vous pouvez choisir un parmi les 2 propositions suivantes. Ce personnage lorera 2 pendant ce tour, ou il gagnera Challenger 2 ce tour. Et bien moi je trouve que c'est pas trop mauvais, une 2-5 qui peut lorer 2 ou une 4-5 qui lore 1. En gros c'est assez versatile comme carte, à voir si ce sera joué, si il y en aura besoin. Mais je me dis dans un deck un peu mid-range, ça peut parfaitement s'adapter. Si vous rencontrez un deck plutôt aggro, vous allez plutôt préférer lui donner Challenger 2 pour enrayer sa folie sur le board, ou tout du moins le ralentir, voire le contenir. Par contre si vous êtes dans un match-up contre un deck que vous savez plus contrôle que vous gagnerez pas à autant, et ben ce personnage en fait peut tout simplement lorer 2. Je trouve que j'aime beaucoup ce Camilo Madrigal. Bon, je pense que la mécanique Madrigal d'une manière générale ce sera comme la mécanique Dalmatien et la mécanique Nain, ce sera une mécanique plutôt fun, mais certaines cartes vont pouvoir exister dans le jeu
dans d'autres decks que des decks Madrigal. Et je pense que Camilo Madrigal a potentiellement une carte à jouer, si je peux me permettre. Ensuite, on a Isabella Madrigal, 3-4 pour 5 ancrables, killer 1, insaisissable. Pendant votre tour, si aucun de vos autres personnages ne sont partis à l'aventure, ce personnage l'aura pour plus 3, donc 4 au total. Par contre, lorsque ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça peut vous permettre de l'aurer 4. On sait que dans l'Orcana, on a souvent du mal à mettre un gros board. Du coup, elle peut quand même, elle est insaisissable, donc c'est plutôt intéressant. Elle peut l'aurer 4, c'est énorme, c'est 1/5 de la course. Et par contre, si jamais vous avez mieux en termes de l'or sur le board, vous pouvez tout simplement en faire autre chose, l'ancrer par exemple, ou vous en servir pour attaquer le board adverse. Intéressant, est-ce que c'est fort? Je suis pas totalement sûr, enfin en tout cas c'est pas broken comme carte, ça va pas faire un archétype à elle toute seule, mais ça peut être pas mal, genre vous êtes à la carte haute, vous piochez une Isabella Madrigal, c'est votre seule carte sur le board, bah, elle va quand même l'aurer 4, c'est assez énorme je trouve, donc en plus elle est insaisissable, donc c'est toujours intéressant, ce mot-clé est quand même assez chiant à aller chercher, donc pour moi c'est loin d'être une mauvaise carte, c'est pas une des meilleures cartes de l'extension c'est sûr, mais il y a moyen qu'on la voit de temps en temps dans quelques decks et qu'elle soit tout simplement assez chiante à gérer. Ensuite on a Peppa Madrigal 1-5 pour 5 non ancrables, killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez engager un personnage adverse. Ce personnage ne se redressera pas au début du tour au début de son prochain tour, à moins qu'il ne soit sur un lieu. Et ben ça par contre c'est tout simplement naze. Non ancrable pour 5 c'est énorme, 1-5 c'est des stats très moyennes, elle lore que de 1 donc c'est nul, et en plus son effet est ultra conditionnel, déjà juste lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez engager un personnage adverse qui ne se redresse pas, c'est déjà pas ouf, mais alors en plus le rajouter si il n'est pas sur un lieu, ça devient vraiment nul. À côté on a Benja 5-3 pour 4 ancrables killer 1 sans texte. Ok, on passe. Je suis même pas sûr que ce soit une très bonne carte de scellé, parce qu'en scellé on préfère avoir plus, enfin en tout cas moi quand je joue des scellés ou des drafts, j'aime bien avoir plus de volonté que de coups, histoire de pouvoir prendre des trades favorables. Donc là une 5-3 pour 4, globalement elle va prendre un trade et elle va mourir, donc c'est globalement très mauvais. Par contre à côté on a la Vitalisphère, un objet rouge pour 1 ancrable, vous payez 1 pour le poser, ensuite vous pouvez payer 1 de plus, bannir cet objet, et un personnage que vous choisissez gagne charge et plus 2 ce tour-ci. C'est pas si mauvais que ça en fait. Pour 1, vous allez globalement faire l'effet du... vous allez globalement donner charge à un personnage et lui donner plus de ce tour-ci, donc vous allez pouvoir chercher des lieux, notamment avec les Maui. Je sais pas si on l'a déjà vu, mais il y a un lieu rouge qui va récompenser les personnages qui défient d'autres personnages en fonction de leur force, donc ça va vous donner du lore en gros en fonction de ça, donc cette carte est très très intéressante dans un deck plutôt orienté combat, challenge sur le board. Ensuite on a le Prince Philippe pour 4 non ancrables, une 3-4 killer 2. Vos autres personnages héros deviennent hors d'atteinte. Le mot-clé hors d'atteinte, on le sait, il est très fort, il est très pénible à aller chercher parce que globalement il n'y a que des sorts ou que des effets globaux qui peuvent les atteindre, ou des Madame Tremaine, mais ça limite quand même vachement. Là c'est vos autres personnages héros, à voir si on a assez de cartes pour commencer à faire des decks à thème avec notamment beaucoup de héros, auquel cas le prince serait très très fort. Heureusement lui n'a pas ward, sinon ce serait tout simplement croquignolesque. Donc bonne carte pour moi. Après elle est 4 non ancrables, donc à voir si elle trouvera sa place, mais son texte en tout cas est très intéressant. Donner hors d'atteinte à vos autres personnages héros, ça peut être tout simplement très fort. Le RLS Legacy, un objet gris pour 3 non ancrables, vous l'engagez, vous payez 2, vous défaussez une carte et vous allez coller 2 à un lieu ou un personnage. C'est comme le Baboom mais en moins bien, parce qu'en fait vous allez payer 3 pour ne rien faire, vous allez payer ensuite 2 le coût du Baboom, plus vous défaussez une carte
pour faire le même effet. Alors oui, Baboum, vous pouvez pas le faire à tous les tours, vous l'avez pas tout le temps, mais est-ce que vous allez avoir envie de faire ça à tous les tours? Je ne pense pas. Et est-ce que vous allez pouvoir défausser une carte pour faire cet effet-là? Je ne pense pas non plus. Du coup, je trouve ça tout simplement pas bon. À côté, on a John Silver 8-8 pour 8 en crabe killer 3. C'est comme Maui gris de la saison 1, il me semble. Une carte qu'on n'a jamais vue, qu'on ne verra jamais. On passe. À côté, on a Dingo 4 non en crabe 3-4 killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage... Pardon, à chaque fois que vous jouez un personnage avec Bodyguard, vous pouvez redresser ce personnage, il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Étrange, étant donné que lorsque vous jouez un personnage avec Bodyguard, si vous utilisez la fonction Bodyguard, et bien en fait ce personnage ça a aucun intérêt de le redresser, puisque l'adversaire va d'abord devoir défier votre personnage rempart avant de pouvoir s'attaquer à lui. Ça peut vous permettre d'attaquer plusieurs fois, vous pouvez partir à l'aventure, jouer un rempart, le redresser et attaquer à une créature. Il hors 2, ça rattrape un peu la chose, le problème c'est qu'il est non ancrable. Le mot-clé mousquetaire, à voir ce qu'ils en font avec ce set. Je pense que ça peut arriver ça peut donner quelque chose. Après, un deck full mousquetaire, je pense pas. Je pense que ce sera comme les autres decks à thème, ce sera un deck plutôt fun. Mais je n'enterre pas non plus cette carte, même si je trouve qu'elle est chère, enfin elle est non ancrable surtout, et elle n'a pas des stats de fou non plus. Donc carte moyenne. Par contre, à côté, j'aime beaucoup Jasmine, guerrier du désert. Pour 5 non ancrables, une 3-3 killer 2. Lorsque ce personnage arrive en jeu, et à chaque fois qu'elle est défiée, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ça vient renforcer l'archétype défausse du vert. Ça combine un peu l'effet de Daisy et de... j'ai mangé le nom, de Frère Tuck. Mais le problème c'est que c'est uniquement quand elle est défiée. Donc globalement elle va souvent mourir quand elle va être défiée. Donc vous allez faire potentiellement défausser 2 cartes à votre adversaire avec une Jasmine. Est-ce qu'elle aura sa place? Son coût est quand même assez cher. En fait, le fait qu'elle soit non ancrable, c'est vraiment un gros point négatif. Est-ce qu'on va avoir la place de la jouer? Je ne sais pas. Mais bon, déjà mention spéciale à l'illustration. Elle est très stylée. Et quand même, l'effet permet de combiner les effets de pause et les effets un peu récursifs. Donc pourquoi pas, après une 3-3, globalement, ça va être défié une fois et puis ça va mourir. Donc globalement, vous allez faire défausser 2 cartes, ça peut être pas mal. Elle lord 2, c'est son gros avantage aussi, son gros point noir, c'est qu'elle est non ancrable. On passe à la carte suivante, un objet en bleu, champ de glace pour 3 ancrables. À chaque fois que vous jouez un personnage, il gagne résiste plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça aussi, c'est assez étrange. J'essaye de voir dans quel cas ça peut être utile. Ça peut être utile sur un Mufasa, vu que vous allez jouer un personnage et qui va arriver engagé. Sinon, globalement, donner résiste 1 à un personnage lorsqu'il arrive en jeu, globalement, vous vous en foutez un peu puisqu'il va être redressé. Vous n'allez pas pouvoir l'engager pour faire quelque chose. Donc c'est un peu étrange comme objet. Surtout que c'est jusqu'au début de votre prochain tour, donc c'est à dire que vous en profiterez jamais pour pouvoir attaquer. Après, ça permet de résister à tous les sorts du gris. Est-ce que ça va pas être un item complètement indispensable quand vous affrontez du gris et que vous êtes en bleu? Peut-être. En tout cas, même le gris-jaune, d'ailleurs, oui, le gris, mais le gris-jaune, globalement, peut trouver ça pénible, un résiste 1 à tous vos personnages à chaque fois que vous les jouez. À voir, mais ça me paraît un peu contre-intuitif comme objet. Heureusement, il est ancrable. Par contre, la carte d'à côté, Aurore, pour 4 ancrables, une 3-3, qui est shiftable pour 2, c'est déjà pas mal. Et surtout ses capacités, vos adversaires ne peuvent pas choisir vos objets, c'est-à-dire que bye bye les Benja, bye bye tout ce qui pouvait venir tuer vos objets. Le sous-fétiche se voit heureux de cette aurore, puisque vous pourrez tout simplement pas aller détruire le sous-fétiche avant d'avoir détruit la aurore. Et elle a un autre effet qui est plutôt pas mal. À chaque fois que vous engagez un de vos items, vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, et la poser soit la laisser, soit la mettre en dessous de votre deck. Tout simplement, elle est
très très forte cette carte, même peut-être un peu trop fort, sachant que les objets ont l'air quand même assez solides dans le set 4, notamment pour les decks un peu contrôle, la glace à l'eau, la plume en forme d'arête et le sous-fétiche sont quand même des objets assez puissants. Ça va renforcer cet archétype là, ça peut permettre à d'autres archétypes qui veulent jouer des objets de voir le jour. Moi je vois venir un bleu-vert objet qui pourrait être plutôt sympa, mais en tout cas cette carte est très très forte, tout comme la carte qui suit, Alma Madrigal, une 1-3 pour 3 non ancrables qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir regarder dans votre deck, révéler une carte Madrigal, mélanger votre deck et ajouter cette carte à votre main. Bah, tout simplement, c'est le premier effet tuteur de l'Orcana. Vous allez pouvoir tutoriser une carte et bah, c'est tout simplement très très fort. Heureusement, c'est pas n'importe quelle carte, ça va rester dans le thème des Madrigal, mais si vous jouez jaune-violet par exemple, ou jaune, et enfin peu importe la couleur, mais que vous jouez un personnage Madrigal qui est clé dans votre mécanique, et bien grâce à cette Alma, vous allez pouvoir l'avoir globalement à toutes les parties, puisque si vous en jouez 4 puis 4, ça vous fait 8 cartes sur 60 cartes. Les probabilités de piocher l'une ou l'autre sont de ce fait très très élevées. Donc c'est marrant de commencer à avoir ce genre d'effet dans l'Orcana. Ça peut ouvrir la porte à pas mal de nouvelles façons de jouer. J'aime beaucoup. Ensuite on a Dang Ou, 3-5 pour 5 ancrables qui leur 2. Vos autres personnages méchants, vilains, ont le support. Alors bon, le support, je n'enterre pas le mot-clé support, j'ai l'impression que ça peut revenir pas mal pour le set 4, enfin ça peut venir tout simplement, puisque depuis le set 1, ils essayent de nous faire jouer support, mais ça ne marche pas, enfin il n'y a pas de mécanique qui marche en support. Là, ça s'inscrit plutôt dans un deck vilain. On se rappelle de la carte jaune, la reine de cœur en jaune qui synergise avec les vilains. Peut-être un deck bleu-jaune vilain avec faire gagner support à vos personnages. Là comme ça, elle rassemble globalement un mot-clé qui ne marche pas, le mot-clé méchant, et la pire compétence de l'Orcana, le support. Donc on se dit c'est une très mauvaise carte, mais attention quand même, le support, je pense qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot, et je pense qu'on peut avoir des surprises, notamment avec tous les personnages qui peuvent bannir des personnages qui ont un certain nombre de points de vie, d'attaque pardon, et ben le support en fait peut tout simplement vous aider à faire atteindre ce seuil à un personnage adverse, et donc de pouvoir le bannir. Ensuite on a une très belle carte qui est très nulle, qui est tout simplement basique, une 2-3 pour 2 ancrable en jaune, un Stitch qui leur 1 sans texte. On passe tout de suite. Et bien justement, je vous parlais il n'y a pas longtemps de la mécanique support. La Minnie Mouse juste à côté, une 1-5 pour 5 non ancrables en jaune qui leur 2, qui a rempart, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un personnage adverse avec 5 d'attaque ou plus. Et ben la mécanique support peut permettre d'aller tout simplement choisir le personnage que vous allez bannir avec votre mini. Très bonne carte, très intéressante. Elle n'a pas énormément de force. Elle a bodyguard, elle lord 2, elle est peut-être un poil chère, mais son effet peut être très fort si vous avez du support, si vous pouvez bannir un personnage à 5 ou plus. Je la trouve quand même, moi, très forte, cette petite mini. Pardon, je suis un petit peu fatigué. Ensuite, on a la Miracle Candle pour 2 ancrables, un objet jaune qui, lorsque vous le bannissez, si vous avez 3 ou plus personnages en jeu, vous allez gagner 2 de l'or et vous allez pouvoir soigner 2 dégâts sur un lieu. Ouais, ça me paraît nul. Pour 2, vous bannissez cet objet pour faire 2 de l'or si vous avez 3 personnages ou plus. Peut-être dans un jeu plutôt aggro, pour aller protéger un lieu, faire un peu de lore et continuer à lorer avec vos 3 personnages. Ouais, c'est peut-être pas si mauvais finalement. Si vous avez 3 ou plus personnages en jeu, oui, donc globalement vous avez pris le board, c'est pas très cher. Pour 2, vous l'aurez 2 et vous pouvez soigner un lieu. Ça peut vous permettre de sauver un lieu pour le tour d'après tout en gagnant du lore.
ça me paraît quand même assez, assez moyen. Après c'est en crabe, donc on va pas non plus l'enterrer trop tôt. À côté on a Mirabelle Madrigal, une 2-2 pour 2 en crabe qui leur 1 et qui a le mot-clé support encore. À force d'en mettre partout, ça va forcément devenir utile. Bon bah là c'est une Madrigal toute simple. On va passer immédiatement à la carte d'après. Une belle Accomplished Mystique pour 5 ancrables, une 4-4 qui leur 2. L'illustration est splendide. J'espère que ce sera une enchantée, mais je ne crois pas. Il me semble que les deux enchantées, ce sont Yensid et Ursula, Reine des Mers. Donc malheureusement, probablement pas d'enchanté pour cette magnifique carte, mais l'illustration de base est magnifique. Elle se shift pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir déplacer jusqu'à 3 jetons dommages d'un de vos personnages sur un personnage adverse. Peut-être que cette mécanique va enfin être jouable pour le 7-4. On a vu qu'il y avait un objet vert qui permettait de l'annuler. Je ne sais pas, en tout cas, ça permet de prendre un trade, de jouer cette carte et de déplacer ces 3 de dégâts. Donc globalement, vous pouvez tuer une créature, prendre 3 de dégâts sur un de vos personnages et déplacer ces 3 de dégâts sur un autre personnage. Ça peut être une manière de faire des dégâts à distance. Si ça marche, ça peut être intéressant d'avoir dans le violet des possibilités de gestion un petit peu de créatures comme ça à distance, un peu comme le fait le gris avec des chansons qui font des dégâts, sauf que là ce serait une mécanique un peu différente qui peut être très intéressante. À côté on a un lieu Thèbes pour 2 ancrables, 7 de volonté, 1 pour déplacer vos personnages. Pendant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages en bannit un autre dans un duel en étant ici, vous allez gagner 2 de l'or. Peut-être que le gris-rouge plutôt orienté combat pourrait voir le jour pour ce 7-4 avec l'Escherkan, le lieu rouge, Thèbes, la Vitality Sphere, tous les personnages que vous avez qui ont en charge. Ça peut commencer à faire pas mal et ça peut, au final ça peut l'aurer assez vite. Parce que pour 1 de déplacement, ça vaut pas très cher. Si vous êtes un peu plus loin dans la partie, vous allez potentiellement pouvoir attaquer avec 2 personnages. Si vous arrivez, ça fait beaucoup de si, mais je pense qu'il y a un truc à faire en gris-rouge plutôt orienté combat sur le board. À côté, on a la grotte d'Ariel pour 2 ancrables, un lieu bleu, 7 de volonté, 2 pour déplacer vos personnages dessus. Si vous avez 3 ou plus objets en jeu, ce lieu vous rapportera 2 de l'or au début de votre tour. 3 items ou plus, ça peut être faisable, et après ça leur 2, c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux qu'un manoir de Picsou qui coûte 4 et qui a 2 de volonté en plus? Pas sûr, parce que là il y a quand même une condition. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que s'il y a un objet full item qui arrive, ça trouvera naturellement sa place. Par contre, si on n'a pas de deck objet, si les objets sont comme dans le set 3, c'est-à-dire principalement réservés au bleu, je suis pas sûr que cet objet sera énormément joué. Je pense qu'on préférera quand même jouer, quoique c'est facile d'avoir 9 d'encre, du coup ça peut vous permettre de faire un soyez prête puis de poser ce lieu et de l'aurer 2 au tour d'après avec vos objets. Non, c'est... Ouais, à voir. En tout cas, le fait qu'on paye 2 pour déplacer nos personnages dessus, ça n'a aucune importance. Personne ne va déplacer ses personnages dessus. Enfin, j'imagine, sauf si vous voulez peut-être déplacer un AA par exemple pour contenir le lore adverse. Mais pas si mauvais que ça. 3 items en plus, en 3 items ou plus en jeu, ça peut être beaucoup. Ouais. Un lieu à voir, à surveiller en tout cas. Par contre l'objet d'à côté je le trouve très très fort. Pour 3 ancrables, la Greatstone Dragon, un objet en bleu, encore un. Il arrive en jeu engagé, heureusement vu son effet, puisque lorsque vous l'engagez, vous allez pouvoir mettre une carte de personnage de votre défausse dans votre réserve d'encre engagée. Heureusement, c'est pas mal parce que ça peut permettre à des decks qui veulent jouer des créatures, qui veulent prendre le board et défier, et qui ne veulent pas forcément avoir beaucoup de pioches comme l'impose par exemple la plume en forme d'arête. Et bien cet objet là peut permettre de recycler vos braves guerriers qui sont tombés au combat, tout en vous permettant de ramp. Bon alors après ça arrive engagé, donc vous pouvez pas l'utiliser maintenant,
mais l'effet est très fort puisque ça rentabilise des cartes qui ne vous servent à rien, enfin qui ne vous servent plus à rien, enfin théoriquement, sauf si vous les remontez dans votre main, mais un objet qui est plutôt fort, je trouve, et qui à mon avis trouvera largement sa place dans le 7-4. Ensuite on a Pégase, donc on avait le petit Pégase 1-1 insaisissable pour 1 en vert, du coup là on a sa version altérable, une 3-3 pour 5 ancrables qui leur 2 qui est insaisissable, et lorsque vous jouez ce personnage, si vous l'avez altéré, vos personnages vont gagner insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être pas mal pour venir mettre un petit coup de pression à votre adversaire. Vous avez un gros board qui peut globalement se faire challenger assez facilement. Et ben paf, vous allez shifter votre Pegasus et vous allez tout simplement rendre votre board insaisissable jusqu'au prochain tour. Ça peut, dans des decks plutôt orientés aggro, ça peut être très fort. En tout cas, j'aime bien le design, j'aime bien la carte, elle est plutôt jolie. Et je pense que dans un deck aggro, ça peut voir le jour. Après, est-ce que les aggros auront une place dans le 7-4? On ne sait pas encore, on verra. À côté, on a Scuttle pour 2 ancrables, une 1-3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez en révéler une carte objet et la mettre dans votre main et mettre le reste sous votre deck dans n'importe quel ordre. Ça leur 1. C'est un peu le même effet que réponse, c'est un peu le même effet que la fée clochette en jaune, que la réponse que la Ariel, pardon. Cette fois-ci avec les objets, ça peut être pas mal si jamais vous jouez beaucoup d'objets ou pas beaucoup d'objets. Vous allez pouvoir aller un petit peu creuser dans votre deck pour le trouver. C'est pas incroyable non plus, mais j'aime bien, enfin cet effet-là en tout cas, de regarder les 4 premières cartes de votre pioche et d'ajouter une carte d'un type précis dans votre main. Et ben s'il y a un deck de ce type là qui est fort, et ben à coup sûr ce genre de carte sera joué. On le voit avec la Ariel en Amber Steel Song, ça joue des chansons, et ben Ariel trouve tout simplement sa place dedans. En plus elle est Meloman 5, c'est vrai que c'est encore autre chose, mais là globalement vous allez pouvoir aller chercher un objet qui vous plaît et le mettre en jeu au prochain tour ou en le payant. Ça peut être pas mal. Après on a un autre objet en rouge pour 2 ancrables Medallion Weights, les médaillons, les poids en médaillon. Vous allez l'engager, payer 2, le personnage choisi va gagner plus 2 ce tour-ci, et à chaque fois qu'il va défier un autre personnage, vous allez pouvoir piocher une carte. Très bon item dans toujours ce deck qu'on n'a toujours pas vu depuis qu'on a vu les Sharkans. C'est ce deck qui se base autour de la mécanique du défi sur le board. Et bien là en fait vous avez un objet qui va vous permettre de challenger en étant plus fort, donc de pouvoir prendre des trades positifs et de piocher par la même occasion. Bon, vous allez payer 2. Ok, mais c'est plutôt, enfin moi je trouve ça plutôt fort. En tout cas ça renforce cet archétype là. Alors est-ce que dans le deck gris-rouge défi, est-ce qu'on aura besoin de jouer les médaillons? Je ne sais pas, mais en tout cas ça donne beaucoup d'armes à disposition à ce type de deck, et c'est très bien. Oh là là mon dieu, je suis épuisé. Ensuite on a l'Atlantide pour un lieu jaune, pour 1 ancrable, 6 de volonté, 2 pour déplacer vos personnages dessus. Les personnages comptent... Ah oui d'accord, ok. Les personnages qui sont sur ce lieu sont considérés comme pouvant chanter des chansons avec un coût de 2 supplémentaires. Par exemple, ça peut être très fort pour le vert jaune, ça j'imagine, je viens juste de penser. Vous pouvez mettre votre Ursula plus perfide d'entre toutes dessus, et elle va pouvoir tout simplement chanter des chansons à 5. Qu'est-ce qu'on a comme grosse chanson à 5? Je sais pas. En tout cas on a vu qu'on avait les Sing Together, la mécanique Sing Together qui est plutôt intéressante. Avec ce lieu là ça peut vous permettre de l'activer très tôt, très vite, donc plutôt intéressant. Après le problème c'est qu'il coûte quand même cher pour déplacer vos personnages dessus. Faut vraiment que la chanson que vous allez chanter soit ultra rentable, donc à voir, peut-être que le coût de déplacement est un petit peu rédhibitoire. Ensuite on a un objet vert Hidden Inkcaster pour 2 non ancrables. Lorsque vous jouez cet objet vous allez piocher une carte, plutôt pas mal, et toutes les cartes de votre main sont considérées comme ancrables. C'est tout simplement très fort. Ça va vous permettre globalement de jouer des decks un peu plus risqués en termes de mana curve, puisque vous allez pouvoir jouer beaucoup plus de non ancrables. La seule condition c'est d'avoir votre
votre sceptre, je sais pas comment on appelle cet objet, je n'ai pas la traduction. La seule condition, c'est d'avoir cet objet qui va vous faire piocher une carte, donc potentiellement piocher une carte ancrable, et ensuite vous allez pouvoir ancrer la carte que vous voulez, notamment celle que vous avez piochée. C'est très très fort. Moi je vous le dis, un bleu vert objet, à mon avis, il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui se fasse pendant le 7-4. Ensuite on a Ariel pour 6 ancrables, une 3-4 qui leur 3, qui est hors d'atteinte. Et attention, si vous avez plus d'items en jeu que tous vos adversaires, ce personnage va pouvoir l'aurer pour 2 de plus. Elle va l'aurer 5, c'est démentiel. On se rappelle de Belle qui était déjà une terreur lorsqu'elle, dans les decks un peu contrôle, lorsqu'elle pouvait l'aurer 5, ça faisait un petit peu des dingueries. Là, elle l'ore 3 de base, c'est déjà beaucoup. Elle est hors d'atteinte, donc c'est-à-dire que tant que vous l'engagez pas, il y a peu de chances qu'il lui arrive quelque chose. Et à partir du moment où vous allez avoir plus d'objets que votre adversaire, ça va être tout simplement un monstre. En plus, on a vu la Aurore qui permet de rendre vos adversaires, vos objets inciblables. Je pense que il y a vraiment des trucs à faire en bleu objet. Et cette carte là, même si elle coûte 6 non ancrable, je suis sûr à 100% qu'elle sera jouée pendant le 7-4, et notamment en début de méta. Alors après, est-ce que ce sera un deck méta? Bien malin celui qui peut le prédire, mais je la trouve tout simplement monstrueuse. Et encore une fois, moi, un bleu-vert objet, notamment avec la carte qui suit, je le vois mais à 100% arriver. La carte d'après, c'est une légendaire en vert, Hades, pour 4 ancrables, une 3-3 qui leur 1. Lorsque vous engagez ce personnage, vous allez pouvoir bannir un de vos personnages et jouer un personnage avec le même nom depuis votre main gratuitement. C'est tout simplement très très fort. Il y en a beaucoup qui disent oui c'est moyen, patati patata. En fait il faut plutôt le voir comme la possibilité de jouer un personnage en alter sans qu'il ait le mot-clé alter. Ça vous demande une condition heureusement, mais par exemple en vert bleu objet, moi je vois bien un petit Amatoa 1-4 qui est dur à aller chercher, que vous n'êtes pas obligé d'envoyer à l'aventure, il va globalement résister assez facilement, et tour 5 ou tour avant, vu que vous jouez bleu, vous allez pouvoir ramper, et vous allez pouvoir engager ce Hades là, sacrifier votre petit Tamatoa et jouer le gros Tamatoa bleu qui lui est très très dur à déloger et qui va faire plein de choses avec vos objets. Pour moi c'est une très bonne carte. Ou alors l'application plus classique qu'on peut lui voir, c'est en vert violet avec la petite Ursula qui va défausser une carte dans la main adverse. Globalement, c'est une carte qui, une fois qu'elle a fait son effet, on compte pas vraiment sur elle pour la suite de la partie. Et bien là, vous pourriez tout simplement engager le Hades, sacrifier cette petite Ursula pour jouer la grosse Ursula violette du 7-1, 7 non ancrable qui, l'or 3 de 8, qui va vous faire piocher une carte et perdre un de l'or à votre adversaire. Ça peut tout simplement faire des saloperies, ce genre de carte. Je la trouve très bien designée et très intéressante en termes de gameplay notamment. Ensuite on a Marshmallow, Guimauve en français, une 0-3 pour 3 non ancrables. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque carte dans votre main. Et qui leur 1. Alors ce genre de mécanique dans Magic c'est très fort, puisque plus vous allez avoir de cartes en main, plus cette carte va taper fort. Dans l'Orcana ça ne sert globalement à rien, puisque vous n'allez pas essayer de détruire les points de vie adverses, mais de l'aurer. Donc en gros vous pouvez très bien avoir une 10-3, et il suffira juste que l'adversaire l'attaque avec une 3-3 et vous aurez tout simplement rien fait. Ou alors vous allez attaquer une 1-3 avec une 7-3, bravo, vous avez détruit une créature, mais ça fait pas plus. Donc pour moi c'est une carte assez mauvaise. On enchaîne avec Miatrist Anima Sola. Alors là je n'ai pas du tout la référence. Pour Unfortunate Souls en anglais, pour une chanson. Pour 2 ancrables en violet, vous allez pouvoir remonter un personnage. Attendez. Ah non, vous allez pouvoir. Si, c'est ça. Si, c'est pas si mal. Vous allez pouvoir remonter en main un personnage, un objet ou un lieu avec un coût de 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça peut être pas mal, notamment avec les cartes qui permettent de réduire les points de vie des créatures. Vous allez pouvoir remonter une créature
qui a potentiellement plus de 2 d'attaque dans la main de votre adversaire. Ça peut être assez tempo. Pour les lieux, c'est un peu plus dur parce qu'un lieu qui coûte 2 ou moins, il n'y en a pas non plus des masses. Ou alors ils sont mauvais et ils sont pas joués. Globalement, les bons lieux qu'on avait pour le set 3, ils coûtaient 4 globalement. Je pense au château de la Reine et au manoir de Picsou. Donc plutôt moyen comme carte. Les objets, ça peut être pas mal. Vous allez pouvoir remonter une glace à l'eau ou ce genre de choses. Plutôt une chanson intéressante, notamment si les decks objets, et à mon avis il va y avoir des decks objets avec cette horreur juste en dessous, ça pourrait tout simplement trouver sa place facilement. Ensuite on a Raya, une 3-3 pour 4 ancrables en rouge, qui fait, alors lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir redresser un de vos personnages sur un lieu. Il ne pourra pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Trop conditionnel, trop situationnel, je pense que c'est pas très bon. Heureusement, elle leur 2. Mais je vois pas l'intérêt de redresser un personnage, surtout s'il doit être sur un lieu, c'est ultra précis comme texte, et je pense que c'est pas bon. À côté, on a une nouvelle carte Aladdin pour une 1-3 en gris, qui leur 1 qui n'a pas de texte. On passe tout de suite à une légendaire grise, Donald Duck, pirate buccaneer, une 3-4 pour 4 ancrables, qui leur 1. Pendant votre tour, à chaque fois que ce personnage en bannit 1 lors d'un défi, vos autres personnages vont gagner +1 ce tour-ci. Ça peut faire des choses pas mal, puisque si vous arrivez à attaquer avec, le redresser, attaquer avec, tous vos autres personnages vont l'aurer 1 de plus, et même globalement juste le fait de l'aurer 1 de plus. Bon après si ça s'inscrit dans un deck rouge-gris qui veut plutôt taper le board, c'est à voir, ça peut être quand même pas mal. Vous allez pouvoir l'aurer à distance avec lui si vous l'avez sur le lieu rouge, et permettre à vos autres personnages de l'aurer 1 de plus. Franchement je pense que c'est pas si mauvais que ce qu'on peut penser, et que le deck gris-rouge va enfin arriver à maturité. Un gris-rouge, en plus il est pirate, faut pas oublier ce mot-clé. On a vu qu'il y avait eu des tentatives de deck gris-rouge pirate dans le set 3, peut-être que dans le set 4 ça va tout simplement être très très fort. Ensuite on a AA en vert, une 2-3 pour 3 ancrables qui leur 2, et lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes que vous dans votre réserve d'encre, vous allez pouvoir mettre la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre réserve d'encre, face cachée et engagée. Et bien c'est tout simplement inédit, puisque c'est un moyen de rampe en vert. Ça peut ouvrir du coup des decks rampe allégée à base de verre. Et ben je trouve que pour le coup c'est pas si mauvais que ça. Après sa condition c'est que votre adversaire a plus de cartes que vous en main. Faut voir si vous jouez un deck vert qui pioche pas beaucoup, que votre adversaire lui pioche tout simplement énorme, vous allez pouvoir ramper avec le même effet qu'un Mickey en bleu. Je pense que c'est loin d'être mauvais. En tout cas ça ouvre les mécaniques de rampe à d'autres couleurs que du bleu, et c'est plutôt pas mal. C'est des mécaniques de rampe un petit peu dégradées, puisqu'on n'est pas dans la couleur de prédilection de cette mécanique, mais c'est plutôt fort et plutôt intéressant. À côté on a Peter Pan pour 3 non ancrables, une 2-3 qui leur 1, qui a charge et qui est insaisissable. Vos autres personnages avec insaisissable gagnent charge. C'est un peu l'inverse de l'ombre du Peter Pan du set 2, qui moi pour le coup je la trouvais pas mal. Ça peut être marrant de donner charge à tous vos personnages insaisissables. Après 2-3, 3 non ancrables. Je pense que je préférais donner insaisissable à nos personnages charge, puisque les personnages charge sont plutôt là pour aller chercher le board. Globalement, les personnages avec insaisissable ont souvent peu d'attaque ou peu de résistance, donc leur donner rush, ouais, c'est genre donner rush à une mini 1-3 qui leur 2, je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que l'ombre de Peter Pan est meilleure que la version Peter Pan. Je pense que ce sera pas énormément joué, je peux me tromper, mais pour moi c'est pas excellent. À côté on a Namari en rouge pour 3 non ancrables, une 2-3. Pendant votre tour, à chaque fois que ce personnage fait des dégâts à un autre personnage pendant un défi, vous allez pouvoir faire le même nombre de dégâts à un autre personnage. Ça rappelle l'hydre, l'hydre qui a pas trop
trouvé sa place pendant le set 3, enfin elle a pas changé la méta, enfin elle a pas fait des decks qui tournent autour d'elle, mais son effet était quand même très puissant. Je pense que Namari, cette Namari là aussi est très forte, elle arrive beaucoup plus tôt, elle va vous permettre, si vous pouvez la booster, notamment avec du support, ça peut être tout simplement monstrueux, si vous arrivez à lui donner, par exemple en rouge-jaune avec la reine jaune, si vous pouvez en faire une 6-3 qui va coller 6 à un personnage, et après c'est le nombre de dégâts qu'elle se prend, donc je m'emballe peut-être un peu. 10 dommages, non, c'est bien ça, non, j'ai bien raison. Donc si elle est 6-3, qu'elle colle 6 à un petit personnage, vous allez pouvoir coller 6 à un autre personnage. Je pense que cette carte-là a du potentiel. Ensuite, on a Philoctète en gris, une 2-3 pour 4 ancrables Killer 2. Vos personnages héros ont Challenger plus 1, ils vont avoir plus 1 lorsqu'ils les attaquent. Lorsque vous jouez un personnage héros, vous allez gagner 1 de l'or. C'est pas la première carte qui synergise avec le mot-clé héros, on a vu le Prince Eric en vert. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec et la mécanique méchant et la mécanique héros. Est-ce que ce sera juste des decks fun, ou est-ce que ça peut être des mécaniques qui sont compétitives et qui seront jouables en compétitif? Alors peut-être pas uniquement autour de ça, mais si vous arrivez à ajouter une petite pointe héros dans votre deck, ce personnage peut être plutôt pas mal. Lui, à noter que lui n'est pas héros, donc à voir, mais c'est pas mal d'avoir des cartes qui commencent à synergiser autour de certains mots-clés, c'est plutôt intéressant. Ensuite on a les cartes que je rêve de jouer un jour, Flotsam et Jetsam. Alors on va commencer par Flotsam, une 4-2 en violet pour 3 non ancrables. Lorsque ce personnage est banni dans un défi, vous allez pouvoir la remonter en main. Plutôt pas mal. Vos personnages qui s'appellent Jetsam auront exactement le même effet, donc ça peut être plutôt fort de remonter les cartes en main. Un effet bounce, en fait en gros il va falloir que votre adversaire tue d'abord ce Flotsam qui va remonter dans votre main pour ensuite aller défier les autres, vos autres Flotsam ou Jetsam qui pourraient l'embêter. C'est plutôt pas mal, sinon en fait vous allez les rejouer tout le temps et ça peut être très embêtant. À côté on a son frère du coup Jetsam pour 3 ancrables en violet, une 2-4 qui a Challenger plus 2, donc elle est 4-4 lorsqu'elle attaque. Et vos personnages Flotsam vont gagner plus 2 lorsqu'ils attaquent, globalement moyen. Globalement très moyen, elle est clairement moins forte que la Flotsam d'à côté. On va passer tout de suite par contre à la carte légendaire d'à côté, la reine en bleu, 3-3 pour 3 ancrables. Je vais la traduire parce que mon anglais est mauvais. Lorsque vous l'engagez, vous allez pouvoir regarder les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous allez révéler une carte objet parmi celles-ci, la mettre dans votre main. Si cet objet coûte 3 ou moins, vous allez pouvoir le jouer gratuitement et il entre en jeu engagé. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque. Et bien encore une fois, si un deck objet, et je pense qu'un deck objet va arriver, c'est quasiment obligatoire, elle est plutôt pas mal parce qu'elle va vous permettre elle aussi d'aller chercher des objets dans votre bibliothèque, de les mettre en jeu engagés gratuitement si ils coûtent 3 ou moins. Ça fait beaucoup d'effets qui tournent autour des objets, je pense que ça va devenir plutôt embêtant la mécanique objet dans le set 4. Ensuite, on a un balai magique en gris pour 6 ancrables, une 2-6 armée de balais. Il a résiste plus 1, donc il est 2-6 avec résiste plus 1, il or 2. Et ce personnage gagne plus 1 pour chaque autre, plus 1 de... Oula, c'est pas du tout la bonne traduction. Il gagne plus 2 d'attaque pour chaque autre balai que vous avez en jeu. Ça peut être, encore une fois, dans un deck fun balai. Je le vois pas du tout compétitif pour l'instant, le deck balai, mais dans un deck balai ça peut être intéressant si vous en jouez plein, ça peut potentiellement être une 6-6 pour 6, résiste 1, ça peut être dur à aller chercher, vous allez pouvoir globalement nettoyer un petit peu le board adverse avec ce balai magique. Est-ce que ce sera compétitif ? Faudrait prendre le temps de recenser tous les balais et de voir ce qu'on peut faire, parce qu'on sait que là on a quand même Yensid qui synergise avec, on a un Mickey aussi qui va synergiser avec, on a le Mickey de la première extension, ça commence à faire pas mal de cartes qui synergisent autour des balais. Faut voir, il y a moyen qu'on puisse enfin faire quelque chose avec cette mécanique là. Ensuite on a Pit, 1-5 pour 4 ancrables qui leur 2, c'est tout.
ben c'est tout, on passe à la carte suivante. Ensuite on a Ursula en jaune qui est pour 2, une 1-4 qui leur 1 et qui est Mélomane 4. On se rappelle de la Ursula en jaune qu'on peut shifter, qui permettait de faire défausser. Et ben c'est plutôt pas mal, elle est Mélomane 4. On en a eu déjà des Mélomane 4 par le passé, on a eu Bianca et Sébastien. Ils n'ont pas trop été joués parce qu'il n'y avait pas non plus des cartes monstrueuses à 4, souvent les grosses chansons commencent à 5. Là on a quelques chansons à 4 et surtout on a la capacité Sing Together, donc un Mélomane 4 ça aura tout son intérêt dans le set 4, donc peut-être que cette Ursula sera jouée dans des decks jaunes qui veulent chanter des grosses chansons. À côté on a Mickey Mouse 2-5 pour 4 ancrables en jaune qui leur 1 qui a support, et lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez choisir un personnage qui va gagner support pendant ce tour-ci. Jusqu'à présent support c'est naze, du coup ça fait de cette carte une carte naze, à voir si l'avenir nous donne tort sur le support et si finalement ça s'avère plutôt intéressant. En jaune, on a vu qu'il y avait le plus grand génie du mal et la mini qui peuvent bannir des personnages avec un certain nombre de points de vie. Peut-être que jouer quelques cartes support, ce sera intéressant. Mais là, comme ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt mauvais. À côté, on a Prince Philippe, une 1-3. Pour 3 ancrables en bleu qui leur 2, qui a lui aussi le mot-clé support. Lorsqu'un de vos personnages whenever one of a character is chosen for support, lorsque vous lorsqu'un de vos personnages est choisi pour être la cible du support, il va gagner résiste 1 pendant ce tour-ci. Ça c'est déjà mieux. Si le support s'allie avec autre chose, globalement en gros vous allez partir à l'aventure avec ce Prince Philippe, donner support à un autre de vos personnages qui va gagner 1 d'attaque et surtout résiste +1 pour aller défier. Cette carte là par contre est plutôt forte, enfin plutôt correcte. Ensuite on a Fali pour 1, une 1-3 qui leur 1 en bleu, on passe tout de suite, c'est une carte tout simplement assez basique. Ensuite on a Hades en bleu, une 3-6 pour 4 ancrables qui n'a pas de texte, donc c'est nul. Enfin c'est nul, en tout cas je pense qu'on arrive à un moment dans l'Orcana où une carte qui est jouée uniquement pour son body, ça ne marchera plus. À côté par contre on a Lumière pour en rouge, une 2-2 pour 2 ancrables qui leur 1. Vos autres personnages ont +1 d'attaque. On l'a vu avec le gris-rouge qui veut tenter des choses basées sur l'attaque et sur le défi. Ça peut tout simplement être joué dans ce deck là. Je vois que c'est une carte rare donc c'est quand même qu'elle a un certain potentiel. Je pense qu'en effet cette carte est loin d'être mauvaise. Après en gros toute la question c'est est-ce que un deck gris-rouge, je pars sur le principe que ce sera gris-rouge, mais en tout cas rouge qui veut défier sera viable. Si c'est le cas, forcément Lumière sera jouée, sinon elle sera tout simplement jamais jouée. Donc à voir. À côté par contre on a une très très belle carte légendaire, le Mickey Mouse. Capitaine Mousquetaire, une 3-6 pour 7 non ancrables qui se shift pour 5 et qui leur 2, qui a tout simplement bodyguard et support sans préciser ce que cela fait. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé sa capacité alter pour le jouer, vous allez piocher une carte pour chaque personnage avec bodyguard que vous avez en jeu. Alors je pense qu'il se compte dans le nombre de personnages bodyguard. On sait que les mousquetaires ont globalement tous bodyguard. Du coup, ça peut vous faire piocher beaucoup, ça peut rendre tout simplement cet archétype là viable. Est-ce que poser une 3-6 pour 5 qui a bodyguard et support et qui fait piocher 1 et qui leur 2, c'est pas déjà tout simplement très fort? Je pense que c'est déjà pas mal. Si en plus vous jouez quelques bodyguard dans votre deck en plus, ça peut être tout simplement pété. Très bonne carte, très très stylée en plus. Ensuite on a une chanson en gris, One Last Hop pour 3 non ancrables. Le personnage choisi gagne Résiste 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Si c'est un personnage héros, vous allez aussi pouvoir
Ah oui, c'est plutôt pas mal. En gros, vous allez donner résiste 2 à un de vos personnages jusqu'au prochain tour, et si c'était un héros, vous allez pouvoir défier les personnages redressés adverses. Le même effet qu'une Cendrillon, le même effet qu'une Namari. Bon, Namari, on l'a jamais vu, mais Cendrillon, c'était très très fort pendant le set. Enfin, elle était dure à jouer, mais une fois qu'elle était jouée, la Cendrillon, elle était redoutable. Donc plutôt une bonne chanson, surtout dans un gris bleu. Un gris rouge, si vous allez pouvoir aller défier les personnages redressés adverses, faire du lore en défiant, ça peut être très très fort, en tout cas très intéressant, j'aime beaucoup la carte. Ensuite on a agresse un cyclope, un titan, ne pas négliger ce mot-clé, puisqu'on a eu un Hades qui tourne autour des titans pendant le set 3 qui n'a pas encore été joué, mais rajouter un autre titan ça peut rendre la mécanique plus viable. Tout simplement agresse c'est une 4-1 pour 2 ancrables, killer 1 en gris, qui n'a pas de texte. Carte moyenne, à voir si un jour la mécanique titan est redoutable. Elle sera jouée forcément. Ensuite on a le fou qu'on n'avait pas revu depuis un moment en gris 2-3 pour 3 ancrables. Pendant votre tour vous pouvez jouer ce personnage pour rien, enfin gratuitement, si un autre personnage a été banni pendant ce tour lors d'un défi. C'est un personnage que vous pouvez jouer gratuitement. Après, est-ce qu'on a envie de jouer une 2-3 killer 1 gratuitement? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il n'a pas d'effet. Il aurait un effet en jeu, ce serait trop fort. Il n'a pas d'effet, donc est-ce qu'on veut poser ça? Est-ce qu'il trouvera sa place? Peut-être. Remarque avec l'objet qui donne charge, ça peut être pas mal, ça peut surprendre, mais ça va vous demander aussi de... Enfin, je sais pas, je suis mitigé sur cette carte. Je trouve que l'effet de le jouer gratuitement est fort. Par contre, la carte en elle-même, une 2-3, c'est pas très fort. Et du coup, ça mitige un peu le tout. Après, elle est ancrable, heureusement. Il y a moyen qu'elle soit prise dans les packs qui veulent jouer agressivement, ou tout du moins défier, puisque ça vous permet de peupler le board assez rapidement et assez fort. Ouais, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, s'il y a des gens qui pensent que cette carte peut être tout simplement incroyable et que je passe totalement à côté. N'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires si je dis des choses qui vous paraissent fausses, ou si vous avez des idées d'application pour les cartes. Ça peut être très intéressant d'en discuter. À côté, on a une carte qui, à mon avis, est très forte. Une 1-4 pour 1 ancrable en jaune qui lord 2 au début de à la fin de votre tour. Si vous n'avez pas joué de chanson durant votre tour, vous allez tout simplement devoir bannir ce personnage. C'est fort. Oui et non, parce que globalement, le tour où vous la jouez, vous pouvez pas la jouer comme un T1. Parce que si vous la jouez tour 1, vous n'allez pas pouvoir chanter de chanson, et du coup vous allez être bien embêté puisque vous allez jouer un T1 qui va se sacrifier. Par contre, si vous avez joué une Cendrillon au tour d'avant, que vous chantez une chanson et que vous jouez ce personnage-là, ça peut donner une version beaucoup plus aggro au gris-jaune chanson. Ça peut être plutôt pas mal, hein. Une 1-4 killer 2 au début de partie, ça peut être très dur à aller chercher. Après, on va passer parce qu'on en a quand même beaucoup, je crois qu'on en a fait plus de la moitié quand même, j'espère. On a l'Imperial Bow, un objet gris pour 2 ancrables. Lorsque vous l'engagez et que vous payez 1, vous allez pouvoir choisir un personnage héros qui va gagner plus 2, Challenger plus 2 et insaisissable pendant ce tour. Ça commence à faire pas mal de mécaniques qui tournent autour des héros. Là, ça copie ça copie un petit peu l'effet de l'hameçon de Maui du set 3 qui a trouvé sa place et qui a été plutôt beaucoup joué. Ça peut être un objet assez déterminant dans une optique plutôt héros et qui veut challenger le board. Ça commence à faire beaucoup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un autre personnage Madrigal, Augustin Madrigal, une 2-2 pour 1 killer 1, ancrable en jaune. C'est un tour 1 classique, on va pas perdre plus de temps. Ensuite on a Tuk Tuk en rouge, une 2-3 pour 3 ancrable killer 1, qui est insaisissable. Lorsque vous jouez ce personnage... Non, je veux pas faire de mise à jour de HP, dis donc. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir le bouger, lui,
et un autre personnage dans un même lieu gratuitement, et l'autre personnage gagne plus d'attaques ce tour-ci. Tout simplement ça renforce encore une fois, enfin ça s'inscrit en tout cas, parce que est-ce qu'on pourra tout jouer, je ne sais pas, mais ça s'inscrit parfaitement dans ce deck rouge qui veut défier les personnages et faire du lore avec le lieu, qui permet en fonction de l'attaque de vos personnages de lorer à distance. Elle est très forte, j'en suis sûr qu'elle sera jouée dans cet archétype-là. Est-ce que cet archétype-là sera compétitif? Je ne sais pas, mais c'est une très bonne carte qui s'inscrit parfaitement dans cet archétype. À côté, on a Madame Potts pour 4 ancrables, une 3-4 en violet, Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage qui s'appelle Lumière ou Big Ben en jeu, vous allez pouvoir piocher une carte. Big Ben, c'est plutôt bleu, Lumière, c'est plutôt rouge, donc elle s'oriente plutôt pour un violet bleu ou un violet rouge. À voir si dans un violet bleu qui joue des Cogsworth, ça paraît pas complètement déconnant d'avoir un peu de pioche, même si le violet normalement a beaucoup de moyens de piocher. Ça reste une 3-4 Killer 2, donc c'est pas non plus négligeable. Dans un violet rouge, est-ce qu'on va vouloir, donc le violet rouge actuel, on est un peu focus sur la méta dans ce moment, mais ça se trouve elle sera jouée dans un archétype violet rouge complètement différent, mais dans l'archétype actuel en tout cas je la vois pas du tout être jouée. Je pense qu'on jouera pas des lumières de toute façon. Par contre, s'il y a un rouge qui se joue sur l'attaque, notamment avec la créature d'à côté, même si moi je le vois plutôt en gris-rouge, si on a un rouge-violet plutôt basé là-dessus, et ben Madame Potts pourrait tout simplement trouver sa place facilement dedans, puisque le lumière qui donne de l'attaque à vos personnages, à vos autres personnages, serait tout simplement très fort dans cet archétype-là. Ensuite, on a une Megara en vert, une 4-4 pour 5 en crabe Killer 2, qui est hors d'atteinte. Et lorsque vous jouez un personnage qui s'appelle Hercule, vous pouvez redresser ce personnage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Hercule? Oui. En vert-gris, enfin en gris il y a des Hercules, en vert on en a... non, on n'en a pas, je crois qu'ils sont que en gris. Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on a envie de l'orer 2 et de la redresser? Peut-être. Est-ce que c'est très fort? C'est hors d'atteinte. Après, est-ce qu'au tour 5 on n'a pas mieux à jouer qu'une 4-4 qui fait rien? Je pense que si, je pense que globalement c'est pas si fort que ça. On enchaîne du coup avec Triton pour 3 non ancrables en bleu, une 3-3 Killer 1. Vous pouvez l'engager et bannir un de vos items pour gagner 3 de l'or. C'est pas mal, vous allez pouvoir vous servir de... Enfin, j'imagine en tout cas les glaces à l'eau. Je suis encore toujours pareil, focus sur les objets qu'on joue actuellement, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, la glace à l'eau, elle arrive en jeu, elle vous fait piocher un, et ensuite, elle peut soigner, mais globalement, elle fait rien d'autre. Jouer un petit triton qui va vous permettre de l'orer 3 avec vos glaces à l'eau, ça peut être plutôt pas mal. Est-ce que c'est très fort ? Je pense que c'est fort. Après, elle est non ancrable, heureusement, sinon c'était tout simplement trop fort. À côté, on enchaîne avec des légendaires, et notamment la Cendrillon Melody Weaver, une légendaire jaune 1-5 pour 5 ancrables, qui a, tenez-vous bien, Mélomane 9. Elle peut chanter à elle toute seule la chanson jaune qui se chante à plusieurs. Et ben là, on en a tout simplement pas besoin, elle la chante toute seule, elle a besoin de personne pour le faire. C'est plutôt fort. Lorsque ces personnes, et comme si ça suffisait pas, lorsque ces personnages chantent une chanson, vos autres personnages princesses vont l'aurer un de plus ce tour-ci. Princesse Yaki, je pense notamment à Réponse qui l'aurait 3. Je trouve que c'est très fort. C'est très fort, c'est très solide. Ça va permettre de chanter plein de chansons. Globalement toutes les chansons, mais notamment les chansons Sing Together. Vous pourrez associer le jaune avec n'importe quelle couleur et chanter la chanson correspondante. Je pense aussi à Dig a Little Deeper, la chanson bleue qui se chante à plusieurs pour 8, qui permet de prendre cette carte, d'en choisir 2 et de remettre le reste sous votre bibliothèque. C'est tout simplement très fort comme effet. Là en fait vous allez pouvoir globalement juste avec une Cendrillon chanter, faire cet effet là. En plus en bleu on a vu qu'il y avait quand même pas mal de princesses, notamment la Ariel qui peut, je vois bien un bleu-jaune objet aussi finalement, avec la Ariel qui leur 5, elle l'aurait 6 si vous avez suffisamment d'objets. Ça peut être tout simplement débile quoi. Mais très belle carte, très jolie et je pense très
très très forte, non pas dans le gris-jaune, mais plutôt je la vois, enfin là tout de suite, en tout cas en ayant réfléchi dessus, là tout de suite en laissant divaguer un peu ma pensée, je la vois bien être jouée dans un bleu-jaune objet, avec Dig a Little Deeper, qui est une très très bonne carte. Ensuite on a une 6 sous légendaire rouge, 5-4 pour 8, non ancrable qui leur 3, qui s'altère pour 6. On a vu qu'il y avait quelques 6 sous dans ce set là. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant 2 ou moins. Cet effet là paraît pas très fort dit comme ça puisqu'elle arrive tard, tour 6, il y a peu de personnages qui auront seulement 2 d'attaque, sauf que on a vu qu'il y avait associé avec du jaune en tout cas, notamment avec la chanson Perdu dans les bois et la Kida, ça peut être un raceboard très très efficace. Je pense qu'elle est pas à mettre de côté tout de suite, puisque jouer avec les points de vie, enfin les points d'attaque de vos personnages et des personnages adverses a l'air de faire partie inhérente du gameplay. Je pense que cette 6 sous là sort responsable, peut-être très très forte, peut-être en gros un mini soyez prête sous condition du rouge, et du coup c'est très intéressant. Vous allez pouvoir, enfin si dans l'état, dans un monde où ça marche, vous allez pouvoir T6 chanter, enfin poser ça et détruire tous les personnages adverses qui ont 2 ou moins, et si ça tourne mal quand même au tour d'après, vous allez pouvoir chanter soyez prête pour repeupler le board. Donc non, je pense qu'elle est plutôt forte, moi, cette 6 sous là. En tout cas l'illustration est plutôt jolie, même si on dirait qu'elle a un chapeau d'anniversaire. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on a l'impression qu'elle est prête à faire la fête, alors qu'elle vous propose plutôt de bannir tous vos personnages. Ensuite on a glané un objet, une action en bleu pour 1. Choisissez un objet et bannissez-le, son propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Ça peut être pas mal, soit sur vous pour gagner du lore, soit sur votre adversaire pour le ralentir ou pour l'empêcher de mettre en place une stratégie diabolique à base d'objets, notamment dans un miroir avec les Ariel, où vous allez essayer d'avoir plus d'objets que votre adversaire. Je crois que je me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et ben tout simplement glaner dans un match miroir, ça peut être tout simplement terrible pour votre adversaire, puisque ça peut réduire sa Ariel, activer la vôtre, et du coup vous permettre de l'aurer beaucoup. Ensuite on a un balai magique, encore un, une 2-4 pour 3 qui leur 1 qui n'a pas de texte. On passe à la carte suivante qui est parfaite. Elle arrive à point nommé, vu comme les objets ont l'air forts ce tour-ci. Je veux bien évidemment parler de la chanson Il casse en 2 comme je veux pour 4 ancrables. On a des Mélomanes 4, rappelez-vous, qui n'ont pas été très utilisés jusqu'à présent, mais qui là pourraient devenir tout simplement sensationnels, puisque cette chanson va tout simplement bannir tous les objets, même les vôtres. Mais bon, en général si vous jouez ça, je pense que c'est que vous ne jouez pas un deck à objets. C'est très bien, puisque les objets ont l'air de prendre une place de plus en plus importante dans la méta. Elle arrive à point nommé, cette chanson, très très bonne carte. Bon, s'il n'y a pas d'objet, elle sera bien évidemment pas jouée, mais dans le cas où les objets cassent le jeu, eh ben, elle viendrait casser tous les objets, donc rétablir un petit peu d'ordre dans cette méta. Ensuite on a en jaune un Prince Eric 3-3 pour 3 ancrables, rempart, killer 1, tout simplement. Bon, c'est des bonnes stats pour un rempart. Souvent les remparts ont peu d'attaque. Je pense, en fait c'est un peu comme c'est pas un Prince Eric, si c'est un... Je sais pas si c'est le Prince Eric, mais bref, en gris, on a une carte qui est 3... Non, c'est Hercule, je crois, qui est 3-3 rempart par rapport à un autre Prince Eric qui, lui, est 1-3 rempart et qui leur 2. Des fois, les remparts qui font peu de dégâts, eh ben, c'est chiant parce qu'en fait, ok, vous allez protéger vos personnages adverses, mais l'adversaire, petit à petit, il va poser du board, il va défier vos remparts, ne pas perdre ses personnages, donc faire du value trade, et globalement prendre le board et petit à petit vous étouffer. L'illustration est super bien, super belle et super dans le thème du retour d'Ursula avec ces espèces d'ombres violettes qui semblent arriver tout droit sur ce pauvre prince. Ensuite on a Mickey Mouse porte-étendard 1-3 pour 2 ancrables, killer 1. Lorsque vous jouez ces personnages, choisissez un personnage qui gagne offensive 2 pour le reste de ce tour. À voir encore une fois dans du gris-rouge,
qui veut profiter au maximum du lieu, qui permet de l'orer à distance. Ça peut être une petite carte qui va faire son effet, même si l'effet s'active uniquement lorsqu'il arrive en jeu. Je pense que de ce fait là, c'est pas une très bonne carte. Ensuite on a plutôt chien de sauvetage, une 4-5 pour 5 ancrables. Oh, pardon, Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos personnages. C'est comme réponse, sauf que ça fait pas piocher, donc c'est nul. On passe à la carte suivante qui, si je me souviens bien, est bien plus forte. Le Prince Philippe en vert, une 6-6 pour 9 ancrables, Killer 3. Heureusement, elle s'altère pour 6, elle est insaisissable. Et lorsque vous choisissez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un jeton dommage. On pense immédiatement au combo avec la fée clochette. Vous posez la fée clochette, vous altérez le prince au tour d'après, ou dans le même tour, bien évidemment, si vous avez énormément de mana, 10 si vous pouvez altérer les deux. C'est quand même pas mal, je trouve, c'est quand même plutôt fort. On a vu qu'il y avait des bons princes pour aller altérer dessus, des princes Philippe. À voir si ce sera joué, mais c'est un petit peu pareil, en fait c'est un peu un removal en vert, parce qu'on avait eu Milotach, mais c'était un peu un pétard mouillé finalement. Lui il sera peut-être plus efficace pour faire ça, en tout cas on verra, mais la carte est plutôt pas mal, 6-6 Killer 3 qui s'altère pour 6, qui est insaisissable. Ça peut être assez chiant à aller chercher, donc plutôt une bonne carte je trouve. Ensuite on a le chef transformé en bleu, une 3-3 pour 4 ancrables, Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et retirez jusqu'à 2 jetons dommages. Ouais, on passe tout de suite à la carte d'après. Un Pégase, un nouveau Pégase, on a vu qu'il y avait un bon alter pour des decks plutôt agressifs. Lui il est 3 insaisissable, Killer 1 pour 2 ancrables. Ça peut être un bon support à alter en vert rouge. On a vu que le vert rouge c'était quand même des decks qui sont plutôt solides, enfin qui sont plutôt agressifs. Ça a l'air de renforcer cet archétype là. Ça peut être plutôt pas mal, ça peut être une meilleure cible ou une deuxième cible au Pégase plutôt que le 1-1 insaisissable pour 1 en vert, ça peut être pas mal. Ensuite on a la deuxième carte légendaire bleue, le Triton 7-9 pour 9 ancrables, Killer 3 qui se shift pour 6. On a vu qu'il y avait un Triton qui était plutôt pas mal, qui permettait de bannir vos items pour gagner 3 de l'or. Lui il pourrait tout simplement se shifter dessus. Les personnages adverses gagnent -1 d'attaque pour chaque lieu que vous avez en jeu. Ouais, l'effet me paraît pas sensationnel pour le coup, même si dans un vert bleu, avec la chanson qui va bannir tous les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins, enfin qui va les mettre en dessous de la bibliothèque, on peut essayer de comboter si on arrive à avoir 2 lieux sur le board. Est-ce qu'on veut 2 lieux? On a vu qu'il y avait la grotte d'Ariel qui est plutôt pas mal si vous jouez objet. Non, moi je reste convaincu qu'un bleu-vert objet pourrait voir le jour et aurait notamment des moyens d'aller détruire le board adverse, notamment via ce triton là. Je pense que c'est une carte qui demandera un setup particulier, un deck particulier pour être joué. De ce fait, c'est pas une carte excellente, mais c'est une carte intéressante pour deck builder, en tout cas pour deck techer, non pour deck builder plutôt. Donc je ne l'enterre pas, mais j'en fais pas la meilleure carte du set non plus. Ensuite on a une Megara 3-6 pour 3 non ancrables, Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir et défausser une carte. Choisir et défausser une carte ou bannir ce personnage. Elle a un peu le même effet que les Madame Mime en violet qui vous demandait de bouncer une créature. Elle va vous demander de défausser une de vos cartes pour jouer au tour 3 une 3-6 Killer 2. C'est quand même assez monstrueux. Est-ce que le coût à payer sera acceptable pour ce genre de personnage là? Je pense qu'en tout cas ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, notamment dans un deck plutôt agressif, rouge-vert. On l'a vu, il y a des cartes qui sont pas mal, elles pourraient largement faire l'affaire pour mettre à mal votre adversaire qui aura du mal à la gérer en un tour. Donc elle pourrait l'aurer 2 fois, voire 3 fois, donc ça pourrait être pas mal. Ensuite on a Gus, un personnage du dessin animé Cendrillon que j'aime beaucoup, pour 2 ancrables, une 2-3 Killer 1 et qui n'a pas de texte. On passe malheureusement très vite dessus. Ensuite on a Hera, reine des dieux, une 1-3 en vert pour 3 ancrables, qui est
hors d'atteinte, encore, Killor 2, vos personnages qui s'appellent Zeus deviennent hors d'atteinte, et vos personnages qui s'appellent Hercule deviennent insaisissables. Ça fait beaucoup de... C'est très précis comme carte. Est-ce que c'est pas un peu trop précis? Est-ce qu'on a beaucoup de Zeus qu'on veut jouer? Pour l'instant, je crois qu'on n'en a pas vu beaucoup. On en avait un dans le set 1, il me semble, et je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup d'autres. Les Hercules, par contre, il y en a eu un peu plus. Il y en a un, notamment juste à côté, qui pourrait devenir insaisissable. Je sais pas, c'est un peu trop précis, je trouve. Après, s'il y a un deck à thème qui joue beaucoup de Zeus et beaucoup de Hercule, et ben oui, forcément, Hera sera jouée vu qu'elle est hors d'atteinte. Ça peut activer des effets et du coup être plutôt intéressant. À côté, on a un Hercule pour 5 non ancrables en rouge, 7-3 charge et combattant. C'est un peu un Maui. Alors certains disent que c'est un Maui au rabais puisque Maui est 6-5 pour 5 ancrables. C'est sûr que dit comme ça paraît fort. Par contre, lui, il a 7 d'attaque, du coup il va chercher directement les lieux comme le château de la reine, donc il peut être préféré à Maui dans certains cas, même si en effet le fait qu'il soit non ancrable, je pense que ça le place en dessous de Maui. En plus il a que 3 de force, donc globalement il va prendre qu'un trade si vous attaquez un personnage, il va mourir tout de suite. Maui en général il prend 2 trades, donc je pense que Maui reste mieux que ce Hercule, malheureusement pour lui. Ensuite on a un balai magique pour 1 ancrable, une 1-2. Lorsque vous jouez un autre personnage, vous pouvez bannir ce personnage pour piocher une carte. On a enfin un balai qui coûte 1, qui permet en plus de piocher aussi. Ça commence à faire pas mal de balais. Est-ce que ça va rendre l'archétype viable? Peut-être. En tout cas, ça donne envie de l'essayer. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, on arrive à la dernière carte, il me semble. Pour 3 ancrables en gris, une 2-3 Killor 1, la bête, dont l'illustration est tout simplement sublime, résiste 1, tout simplement. Une 2-3 pour 3 qui résiste 1. Est-ce que ce sera suffisant pour être joué? En tout cas, au tour 3, ça peut être embêtant de commencer à mettre des résistes partout, mais je pense que c'est pas assez fort. À voir si... à voir s'il y a des decks qui tournent vraiment autour de la mécanique résiste, mais je sais pas, je suis pas hyper convaincu, mais l'artwork est plutôt ultra sympa. Et ensuite on a les enchantés que vous avez peut-être déjà vu, mais qui sont tout simplement splendides. Le style des enchantés du set 4 est complètement différent du set 3, c'est voulu. Le set 3 c'était plutôt l'ambiance explorateur, là c'est plutôt une ambiance fond noir, tout simple, un peu en mode nuit, qui sont tout simplement très très beaux. Diablo, on l'espérait tous, ils l'ont fait, monstrueusement joli. Le mur aussi, enfin la muraille qui est très très belle pour un lieu. On se rappelle du Cusco, du palais de Cusco qui était tout simplement très très moche dans le set 3. Bah là ils ont fait un vrai effort, la carte est complètement différente de l'artwork original. Les couleurs sont très belles, c'est très réussi. Alors là par contre la deuxième étoile sur la droite, elle est sensationnelle cette enchantée, enfin je la trouve très très belle, l'illustration est sublime et je suis sûr que l'effet foil sera encore plus joli. La mini est elle aussi très 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 belle, fond noir, toujours très très classe avec le côté doré et tout, c'est très très joli. Ah, on a un Big Ben en jaune, une autre carte qui a été révélée, une 3-3 pour 4 en crabe Killor 1. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous allez pouvoir donner -2 à un personnage adverse jusqu'au début de votre prochain tour. Et ben c'est plutôt pas mal, on a vu qu'il y avait pas mal qu'il allait que jouer avec les points d'attaque de votre adversaire, les montées ou les descentes, ça allait pouvoir être intéressant. Et ben voilà, on en a une nouvelle carte qui va faire ça. Ensuite on a Yensid Disney à l'envers, très très belle aussi avec ce papillon. Il est globalement, je trouve qu'elles sont toutes très très jolies. La Jasmine qui est vraiment très très belle aussi avec cet effet un peu guerrière du désert, là le sable qui balaye un petit peu partout autour d'elle. La reine en bleu qu'on a vu aussi, la légendaire bleue, qui est elle aussi très très réussie. Et c'est fini pour ce deuxième reveal des cartes. On en a fait 155, il en reste pas beaucoup. 150 si on enlève, enfin 150 même plus, un peu moins. 146 si on enlève les 147 si on enlève les...
Non, attendez, je dis n'importe quoi, il y en a 748. Du coup, si on enlève les 7 enchantés là, il en reste un petit peu encore. On espère des grosses cartes. Je crois qu'il reste une seule légendaire qui n'a pas été dévoilée. La légendaire grise, pardon, qu'on attend avec impatience. En général, les légendaires grises sont très fortes. Enfin, il y en a une qui est moyenne et une qui est très forte. Donc là, on attend de voir la fin du set. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes que j'ai mal analysées ou pas analysées ou que j'ai raté certaines possibilités avec certaines cartes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera un plaisir d'en débattre avec vous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!